I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bienvenue à tous. Il était annoncé depuis 2012. Il sera opérationnel en 2019. L'Observatoire de la TPME a enfin tenu sa première réunion il y a quelques jours. Ouf de soulagement, on y arrive progressivement, mais sérieusement, à quoi s'attendre? Quelles vont être les missions de cet observatoire indispensable à la vie des TPME marocaines? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Notre décodeur aujourd'hui, Amine Diori, rebonjour. Bonjour Landry. Responsable PME chez Inforisque. En deuxième partie d'émission, nous parlerons avec vous du fisc qui va doubler ses missions de contrôle et ses recettes en 2016. Plus de 16 milliards de dirhams sont attendus en ce qui concerne les recettes. 3000 à 4000 vérifications. La DGI qui met vraiment le coup d'accélérateur en ce qui concerne également la lutte contre l'informel ou la déclaration des impôts. On fera le point avec vous, bien évidemment. Les décodeurs atlantiques 55 77 par SMS pour poser vos questions ou réagir. 6 dirhams TTC ou bien la page Facebook, les décodeurs atlantiques. C'est parti. Enfin, l'observatoire de la TPME commence à prendre forme. En tout cas, une première réunion qui s'est tenue il y a quelques jours à Minduri. Bon, on peut crier ouf de soulagement? Oui, c'est un premier événement concret. Depuis 2012, pardonnez-moi. Oui, effectivement, c'était le premier conseil d'administration qui réunissait les différentes institutions qui font partie du tour de table de cet observatoire. Donc, ce qu'il en est ressorti, c'est que il sera opérationnel à partir de 2019 et c'est une très bonne chose pour la vision qu'on doit avoir des entreprises marocaines. Bon, quand on parle d'observatoire de la TPME, à quoi il faut s'attendre concrètement? Alors, à quoi il va servir? Il sert surtout, comme je l'ai dit, à avoir une photographie. Alors, de la partie formelle, ce qui existe aujourd'hui, des problématiques existantes, des délais de paiement, par exemple, des défaillances d'entreprises, des créations d'entreprises. Et puis, la nouveauté, c'est qu'il va prendre en compte la partie informelle, c'est-à-dire qu'il y aura des études qui seront faites également sur cette partie-là. L'informel qui tient particulièrement à cœur en ce moment la CGEM qui est en train de réaliser une étude avec un cabinet qui sortira en septembre prochain. Oui, tout à fait. C'est une question absolument primordiale de chiffrer cette population, de voir où est-ce qu'elle se situe, dans quelle activité elle travaille. Maintenant, concernant la question de l'informel, il est vrai qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect qui est plutôt DGI, CGEM, qui est de dire il faut lutter contre ce fléau qui paralyse l'activité formelle. Et de l'autre côté, il y a l'aspect politique qui est plus important, je pense aujourd'hui. Je reprendrai les paroles de notre Premier ministre qui disait récemment que il fallait y aller très doucement avec cette économie souterraine. Que en 2011, si on avait tapé trop fort sur l'économie informelle, il nous serait peut-être arrivé la même chose qu'en Tunisie et dans le monde arabe. Qu'est-ce que ça va changer concrètement un observatoire de la TPME pour les politiques, pour la vie des TPME marocaines? Alors, pour prendre des bonnes mesures, d'un point de vue politique, pour les politiques, c'est d'abord avoir une bonne cartographie du tissu économique, avoir une bonne cartographie des problématiques. Sans ça, on navigue un peu à vue. On ne sait pas quelle décision prendre, quelle bonne décision prendre. Donc ça sera une des missions principales de cet observatoire. Il y a aussi la promotion et le soutien de l'activité qui va être au menu de cet observatoire. Oui, bien sûr. La promotion de l'activité, c'est quelque chose effectivement d'important. C'est la promotion aussi des entreprises. Maintenant, une des problématiques principales de cet observatoire sera d'avoir une donnée uniforme qui soit exploitable. Concrètement, aujourd'hui, je connais très bien cette problématique puisque je fais pas mal d'études. Vous avez une base de données sur les entreprises. Maintenant, il faut qu'elle soit homogène, qu'elle soit fiable pour avoir des résultats qui soient eux-mêmes fiables. Alors en ce moment, il y a beaucoup d'actualités qui concernent les TPE, PME. C'est vrai que c'est pas la grande forme. On parle de défaillance d'entreprise. On en a déjà parlé beaucoup avec vous. Il y a aussi cet identifiant commun de l'entreprise. La date délai, c'est donc jusqu'au 30 juin, qui va constituer une réelle avancée justement dans le paysage entrepreneurial. Pour l'instant, 300 000 entreprises qui sont déjà inscrites à cette plateforme, à cet identifiant commun d'entreprise. Ça, c'est important. Ça sera aussi quelque chose qui sera pris en charge par cet observatoire de la TPME prochainement. Alors, d'après les derniers chiffres que j'avais vus, on parlait plutôt de 600 000 entreprises sur un échantillon sur le tissu qui représente environ 1,3 million d'entreprises. Alors, pour faire le dispatching rapide, c'est environ 400 000 sociétés personnes morales et 900 000 personnes physiques.
Alors maintenant, l'ICE, c'est vrai que ça a représenté une grande avancée, puisque jusqu'à présent, il y avait beaucoup d'identifiants disparates, l'identifiant du registre de commerce, l'identifiant du fisc, l'identifiant l'office d'échange. Bref, il y en avait beaucoup, celui de la CNSS aussi. L'avantage de l'ICE, c'est qu'il a permis d'unifier les informations liées à une entreprise auprès de ces différentes institutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'une information à la CNSS, grâce à cet identifiant commun, vous allez faire vos démarches plus rapidement. Quand vous allez voir le fisc, ça va être aussi rapide. L'avantage aussi de cet identifiant commun, et c'est là où ça rejoint l'histoire de l'observatoire, c'est que ça a permis d'unifier l'ensemble des bases de nos administrations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un rapprochement des bases. Aujourd'hui, concrètement, la DGI peut rapprocher sa base, les liasses fiscales qui ont été déposées par les entreprises, avec celles qui ont été déposées auprès du registre de commerce. Voir si les bilans sont pour une même entreprise est exactement le même auprès de la DGI et auprès du registre de commerce. Si jamais ça n'est pas le cas, là, il va falloir faire des contrôles. Donc ça va être un instrument en plus pour l'observatoire de la TPME, un instrument qui est bienvenu pour donner les meilleures analyses, le meilleur poumon de ces TPE-PME. Oui, bien évidemment. Pour pouvoir faire des analyses, pour pouvoir faire des études, il faut une donnée. Et la donnée, elle proviendra de ces administrations. 6 millions de dirhams pour l'instant le budget de démarrage lié à cet observatoire. Bon, il y a beaucoup de questions encore qu'on se pose. Pourquoi un tel retard déjà 2012, 2019, ça fait quand même du temps qui va passer. Première réunion qui se tient maintenant. C'est normal ou c'est un retard qui est lié à d'autres facteurs ? Alors je pense qu'il y avait d'autres facteurs qui rentraient en ligne de mire. Je pense notamment, je sais que le projet en lui-même a été porté par différentes institutions et qu'il a changé de main en cours de route. Aujourd'hui, alors il me semble que c'est BAM, Banque du Maroc, qui chapeaute qui chapeaute ce projet. Mais en cours de route, il a changé pas mal de fois de main. Donc c'est peut-être ça qui explique le retard. Maintenant, voilà, le premier conseil d'administration est passé, la gouvernance est plutôt claire. Quelqu'un va être recruté pour chapeauter cet observatoire. Donc voilà, les choses avancent normalement. Maintenant, effectivement, il faut bien compter 2 ans pour mettre en place tout l'aspect structure et l'organisation du futur observatoire. Ouais, la gouvernance, justement, vous en parlez. Quelle gouvernance on va avoir à la tête de cet observatoire marocain de la TPME ? Alors, comme je l'ai dit initialement, cet observatoire sera chapeauté par Banque du Maroc. Après, il y aura une personne qui sera à sa tête, qui est en train d'être désignée en ce moment. Le plus important, je pense, et c'est ce que le gouverneur de la Banque centrale disait il y a quelques jours, le plus important, c'est l'indépendance de cet observatoire. C'est qu'il n'y ait pas des pressions politiques ou des pressions d'autres institutions pour biaiser les études ou les informations qui vont sortir. Il faut absolument une neutralité absolue des études pour que justement on ait une vision réelle, concrète de notre tissu économique et que des décisions soient prises dessus. Cet observatoire, il aura une indépendance, il sera consultatif prochainement dès son instauration en 2019 ? Alors oui, je pense que les résultats de ces études seront consultatifs, mais en même temps, ce sera un très bon outil. Je vais vous donner un exemple concret. J'intervenais récemment à une conférence. Et j'étais avec quelqu'un de la DGI, donc on parlait des délais de paiement, l'évolution des délais de paiement sur plusieurs exercices. Et à un moment donné, il est en train d'intervenir et il s'est retourné vers moi et il m'a dit, mais concrètement, il s'est passé quoi par rapport au délai de paiement ? Est-ce qu'ils ont évolué à la hausse, à la baisse ? Je lui ai répondu, ils ont quand même fortement augmenté. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, voilà, on prend des mesures politiques, mais derrière, on ne mesure pas nécessairement l'impact que ça a. Donc on va avoir des données pour permettre justement des politiques mieux adaptées. Exactement. Si jamais une loi n'est pas adaptée, on le saura quasiment instantanément. Prenons l'exemple de la loi sur les délais, la première mouture de la loi sur les délais de paiement. On s'est rendu compte assez rapidement que ça n'avait pas l'impact voulu initialement. Maintenant, s'il y avait eu cet observatoire à ce moment-là, on s'en serait rendu vite compte. Il y aurait eu un signal d'alarme qui aurait été tiré et ça aurait donné la possibilité aux politiciens et aux différentes institutions de rectifier cette loi, et ça a été fait récemment, et voilà, on aurait pu aller plus vite, je pense, si on avait eu cet observatoire. Quelles données utiliser justement par rapport à cet observatoire marocain de la TPME ? Est-ce que justement il va avoir ses propres données qu'il va créer lui-même, ou est-ce qu'il va s'appuyer d'abord sur des réseaux existants ? Je pense à vous, par exemple, InfoRisk. Est-ce qu'il va y avoir des partenariats avec déjà des cabinets existants au tout départ, au début de cette création ?
Alors, je dirais que la base consolidée de l'Observatoire est prévue pour les différentes données provenant de la DGI, provenant de l'OMPIC, etc. Tout ce qui est, pour l'instant, organisme, institution publique. Exactement. Maintenant, il est vrai que des acteurs comme Inforisk, on a une expérience dans la qualification des données, on a une expérience en matière d'études, on sait manier les chiffres par rapport au tissu économique, donc ça peut être... On est un partenaire naturel de cet observatoire. On est vraiment un partenaire qui peut apporter de la valeur ajoutée à cet observatoire. Vous et puis d'autres partenaires. Ça peut être quelque chose qui peut être dans les bacs pour la création de cet observatoire de la TPME, enfin pour l'ouverture en tout cas en 2019. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est complètement envisageable. On peut travailler ensemble et produire des études qui auront un impact intéressant sur le Maroc. Bon, j'ai envie de dire un observatoire de TPME, c'est bien. C'est vrai que ça va permettre de, vous l'avez dit, mettre en place une photographie, mesurer le poumon de la vie économique des TPE-PME qui représentent l'essentiel de l'activité économique du pays. Après, reste à savoir ce que nos politiques vont en faire, Amine Diouri. Bon, ça c'est la question. Bon, sans réponse, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que un observatoire pourra communiquer, pourra peut-être avoir une indépendance sur son fonctionnement et sur sa méthode de travail, mais il faudra peut-être qu'il soit actif dans sa communication, actif et réactif. Oui, alors je vais reprendre l'exemple du secteur informel. Il y a d'un côté ce qu'il faut faire, c'est-à-dire intégrer ce secteur via différentes mesures. Alors l'auto-entrepreneuriat, par exemple, qui a été une mesure efficace, qui a permis déjà de créer plus de 20 000 entreprises individuelles. Maintenant, il y a l'aspect purement fonctionnel, donc c'est ça. Et d'un autre côté, il y a l'aspect politique. Et les politiciens n'ont pas nécessairement envie de taper fort sur ce secteur, par exemple. Donc, il y a parfois deux poids, deux mesures. Il y a ce qu'il faudrait faire et ce qu'on fait réellement. Mais ça va permettre en tout cas à des hommes politiques, de l'opposition comme du gouvernement, peut-être d'y voir plus clair concrètement et d'apporter des précisions sur des dossiers importants de la vie économique du Maroc. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, je donne un exemple tout simple. En termes de défaillance d'entreprise, il serait intéressant, donc évidemment il y a nos chiffres, mais il serait intéressant qu'une institution publique donne les chiffres officiels, entre guillemets, du nombre de défaillances, du nombre de créations. Ça permet déjà, ces chiffres pourront être après repris au niveau international, etc. Et ça donne une meilleure vision aux investisseurs étrangers sur la situation réelle du Maroc, évidemment. On a une question sur Facebook de Younes qui nous demande est-ce que vraiment cet observatoire va servir à mettre fin aux principaux maux des TPE-PME. Excusez-moi, j'ai pas compris la question. Est-ce que justement cet observatoire va mettre fin aux maux des TPE-PME? En tout cas, ça va être un instrument. C'est ce qu'on pourrait dire. En tout cas, il va être un révélateur de ces maux. Ça, c'est clair et certain. Les différentes études visent à mettre en avant les problèmes que rencontrent aujourd'hui les TPE-PME. Ouais. Alors on en a parlé, de délai de paiement, on a parlé de trésorerie, on parle de marge, on parle de croissance du chiffre d'affaires, on parle de marché public, la difficulté d'accéder à des marchés publics pour les très petites entreprises et aussi pour les PME. Tout ça sera mis en avant. Après, l'Observatoire n'a pas pour vocation de régler ces problèmes. C'est un problème qui sera dévolu aux politiques. Est-ce qu'on a une idée sur la composition de cet observatoire, du nombre de personnes qui y travailleront, du bureau d'analyse de cet observatoire? Est-ce que pour l'instant on a des informations sur vraiment le schéma de cet observatoire de la TPE-PME? À ma connaissance, de ce que j'en ai lu dans la presse, il n'y a pas d'information qui est sortie là-dessus. On sait juste pour l'instant que il y a un plan stratégique qui a été défini sur la période 2016-2019 pour cet observatoire, qu'une personne va être recrutée, et le budget qui est alloué à cet observatoire. Mais pour l'instant, on ne sait pas plus sur le futur fonctionnement de l'observatoire en lui-même. Tout va dépendre des prochains mois. Exactement. Ce qu'on sait en revanche, on comprend plus ou moins le business model qui sera adapté. C'est-à-dire que au départ, il va y avoir un budget de 6 millions de dirhams. Des études publiques vont être publiées gratuitement dans la presse. Mais d'un autre côté, des études qui seront un peu plus poussées vont être payantes. Donc, il faudra mettre le paquet en tout cas sur des compétences clairement c'est pour faire évident. Fonctionner cet observatoire. C'est évident. La priorité, elle sera accordée justement à ces profils d'analystes qui seront à cet observatoire, ou sur la communication selon vous? Alors, à mon avis, les deux. C'est important de communiquer sur les résultats,
qu'on sache, que tout le monde sache exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le tissu économique. Mais je dirais que la première chose sur laquelle se concentrer, c'est vraiment la donnée. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, si je veux constituer, je fais une étude, je suis en train de constituer un échantillon d'entreprise. Je me rends compte d'une chose, c'est qu'une entreprise, elle peut par exemple déposer son bilan auprès du registre de commerce une année, ne le fera pas l'année d'après. Et donc je me retrouve avec des lignes qui sont incomplètes. Et donc difficile de faire une étude dans ce cas-là. Il faut avoir des lignes complètes pour pouvoir faire une analyse qui soit pertinente. Voilà, il y a une question de qualité de la donnée, une question de fiabilité de la donnée, une question de complétude de la donnée. Tout ça, et il faut que ça soit absolument réglé dès le démarrage pour pouvoir produire des études qui seront pertinentes et qui serviront au pouvoir public par la suite. Tiens, je viens de penser, Amine Dury, toujours pas de directeur exécutif pour l'Observatoire de la TPME. Ça vous intéresse ? Vous qui êtes justement à Inforisque, représentant de la PME ? Alors, écoutez Landry, c'est gentil de me le proposer, mais en fait, je n'ai pas reçu de proposition, donc je suis très bien là où je suis. Pas reçu de proposition, mais ça pourrait vous intéresser peut-être. Non, écoutez, je suis très bien chez Inforisque. Comme je vous l'ai dit, je pense que voilà, Inforisque est un partenaire naturel. On en fait pas mal d'études, on connaît vraiment bien le tissu économique, le tissu entrepreneurial marocain. Et voilà, ça me suffit largement. Bon, en tout cas, on verra. Et puis, réponse d'ici 2019, jour donc de l'ouverture, année d'ouverture de cet observatoire de la TPME marocaine. Et notre décodeur aujourd'hui, c'est Amine Dury. Rebonjour. Oh, bonjour Landry. Un responsable PME chez Inforisque. On va parler avec vous dans un instant du fisc qui va doubler ses missions de contrôle et ses recettes en 2016. Près de 16 milliards de dirhams de recettes attendues. C'est du jamais vu puisque autant dire que le fisc clôturait chaque année entre 8 et 10 milliards de dirhams de recettes. Pourquoi justement? On voit vraiment que la DGI met un coup d'accélérateur dans plusieurs de ses missions. On en parlera en détail, mais avant, la séance coup de cœur. Qu'est-ce que vous nous avez choisi aujourd'hui, Amine Dury? Alors pour moi, ce sera un coup de gueule et concernant la réforme de la justice. Bon, on savait jusqu'à présent, tout le monde savait que au niveau des tribunaux, l'arabe était la langue officielle. Mais le français était accepté, toléré, notamment au niveau des pièces produites. Les décisions prises incluaient ces documents. Aujourd'hui, le français est chassé complètement de ces tribunaux. Alors, au niveau de la langue, c'est pas tant un problème, mais au niveau des pièces produites, ça va créer un véritable problème. Imaginez au niveau des tribunaux de commerce, j'ai à produire des bilans, donc je dois traduire en arabe une liasse fiscale de 100 pages. Si je dois traduire plusieurs bilans, des statuts, etc., ça va me coûter une vraie fortune en termes d'expertise, enfin d'experts assermentés. Ça me coûtera certainement plus cher que le coût de l'avocat ou quoi que ce soit d'autre. Ça va paralyser la vie des TPE, PME. Ah non, mais clairement, c'est ça. Et surtout d'entreprise. Ça va surtout paralyser le fonctionnement, enfin les décisions prises. Ça prendra beaucoup plus de temps. Enfin, imaginez le temps déjà qu'il faut pour traduire une liasse fiscale de l'arabe du français vers l'arabe. Ce sera quelque chose qui va pas forcément améliorer, fluidifier la justice marocaine. Et puis la justice également économique, la justice de la vie économique du pays. Exactement, je parlais de justice économique dans ce cas précis, mais moi-même en tant que justiciable, demain j'ai un problème devant la justice. Déjà, je ne pourrai pas m'exprimer en français, tout ce que je dirai sera traduit en arabe, les documents que je produirai en français ne seront pas acceptés. Ça va être difficile quand même. Ouais. Bon, effectivement, modification en tout cas pour l'instant prévue par ce projet de code pénal. Amine Dury, responsable PME chez Inforisque, on parle avec vous dans un instant du fisc marocain qui va doubler ses missions de contrôle et ses recettes en 2016. Chaque demi-heure, le réflexe info, c'est Atlantique Radio. Informations locales, nationales, internationales, journaux, grands journaux, essentiels de l'info. Toute la journée, 23 journalistes, une rédaction bilingue en arabe et en français, à votre service pour vivre l'actualité tout en réactivité. De 6h30 à 20h, chaque demi-heure, le réflexe info, c'est Atlantique Radio.
10h42 sur Atlantique Radio, bienvenue si vous nous rejoignez. Les Décodeurs Atlantiques, votre émission de décryptage de l'actualité. Nous parlons ce matin du fisc qui va doubler ses missions de contrôle et ses recettes en 2016. Il est attendu, selon plusieurs sources, Amine Diouri, 16 milliards de dirhams de recettes en 2016. Oui. Non mais c'est quand même incroyable. Oui, ça représente une forte augmentation des revenus de contrôle du fisc. Alors comment c'est possible ? C'est possible pour plusieurs raisons. Déjà, la DGI a fait un énorme travail d'automatisation de ses process. Oui. Compliqué à dire, hein, je vous l'accorde. Ah oui, surtout quand on jeune. Et donc ça représente une économie en termes de personnel qui est mobilisé. Oui. Alors je donne l'exemple, par exemple, de la télédéclaration. À partir de 2017, les sociétés téléchargeront directement leur bilan auprès de la DGI. Ce sera direct, déjà numérisé. Également aux sociétés. Hein. Oui, bien sûr. Pour les sociétés, ce sera plus rapide. Pour le fisc, c'est surtout des personnes en moins mobilisées pour le traitement, pour l'analyse. Maintenant, l'autre gros changement, c'est là où je parlais des process, c'est qu'il y a aussi un nouveau logiciel qui a été intégré, donc on parle du logiciel ACL, qui permet de recouper les informations sectorielles et de faire ressortir des ratios anormales pour certaines entreprises par rapport à des normes sectorielles. Donc là, on fait place concrètement à tout ce qui est aujourd'hui aspect logiciel, aspect informatique. On se modernise à la DGI. Exactement. Oui. D'ailleurs, j'étais très impressionné par la possibilité d'acheter la vignette via des guichets automatiques, par exemple. C'est quelque chose qui est en train de on voit le changement au niveau de la direction des impôts. Ils ont fait la même chose au niveau de l'IS, au niveau du traitement de l'IS. Automatisation donc des process, et donc ça permet de faire ressortir tout de suite des sociétés qui sont un peu hors normes, et donc immédiatement on va aller les contrôler, ce qui explique un quasi doublement des contrôles qui vont être faits en 2016 par rapport à 2015. On était en moyenne sur 2000 contrôles annuels, là on va passer à 4000. Oui, entre 3000 et 4000 vérifications, donc c'est à peine croyable. Alors il y a une réunion entre la CGM et la DGI récemment sur l'inéquité fiscale, grosso modo toujours les mêmes qui payent les mêmes impôts. Ça, justement, cette accélération, ce coup d'accélérateur à la modernisation de la DGI, ça va permettre de résoudre cette problématique ? Oui, effectivement, c'est une réponse concrète à cette question d'inégalité fiscale. Alors effectivement, vous faites bien de reprendre cette réunion. Il y avait plusieurs points qui avaient été soulignés. Alors en termes d'inéquité fiscale, il y avait plusieurs sujets qui revenaient sur la table. Le fait, effectivement, que c'était toujours les mêmes entreprises qui payaient. Je rappelle quand même, c'était une étude que j'avais faite il y a pas très longtemps, que les 100 premiers contributeurs fiscaux payaient près de 35% de l'IS, sachant que derrière, et ça c'est les chiffres de la DGI, 69% des entreprises marocaines sont chroniquement déficitaires depuis 4 ans, c'est-à-dire qu'elles ne payent pas d'impôts. C'est-à-dire que les 42 milliards de revenus générés par l'IS sont payés par 31% des entreprises. Et sur ces 31%, un tiers est payé par 100 entreprises uniquement. Donc on voit bien clairement l'inégalité en tout cas du paiement de l'IS. Voilà, ça c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, c'était la question de la lutte contre l'informel. C'est vrai que celles qui payent disent pourquoi nous on paye alors que celles qui travaillent dans l'informel, elles n'ont aucun impôt à payer. Autant se mettre dans l'informel, autant travailler au noir. Ce qui se passe, c'est qu'il est d'ailleurs en train de s'accélérer d'après plusieurs responsables d'associations professionnelles, notamment dans le textile. Et c'est pour ça qu'il y a, on le disait tout à l'heure, cette étude commandée par la CGM qui doit sortir en septembre prochain. Là, l'informel, c'est vraiment une des préoccupations majeures. Ça devient de plus en plus en tout cas. Oui, parce que j'ai parlé tout à l'heure d'un tissu économique formel qui était d'environ 1,3 million d'entreprises, mais derrière l'informel, alors d'après les chiffres concordants, c'est entre 1,5 million et 3 millions d'entreprises supplémentaires non déclarées. C'est d'ailleurs pour ça que M. Benkiran disait si on devait frapper davantage ces sociétés, ce serait près de la moitié des salariés qui se retrouveraient à la rue aujourd'hui. Donc est-ce qu'on a vraiment envie de ça ?
C'est ça la question aujourd'hui qu'on doit se poser par rapport à la question de l'informel. Maintenant, des mesures ont été prises concrètement pour intégrer ce réseau informel. Alors évidemment, le statut de l'auto-entrepreneur. Aujourd'hui, 20 000 déjà ont passé le pas. On attend peut-être 100 000. 30 000. Voilà, exactement. On attend 100 000 d'ici 2020. Bon, il reste une marge entre 100 000 entreprises qui vont franchir le pas de l'auto-entrepreneur et 1,5 million d'entreprises informelles. Il y a quand même un gap. En tout cas, ça s'accélère aujourd'hui. Oui, ça s'accélère. Autre réforme qui va permettre d'inclure davantage les sociétés, c'est la réforme fiscale qu'il y a eu au niveau des tranches de l'IS. Avant, c'était un taux de 10%, puis après on passait automatiquement à 30%. Aujourd'hui, il y a des taux intermédiaires qui sont plus favorables justement aux entreprises et qui leur permettent d'être plus justes au niveau de leur déclaration. Et donc, on avance concrètement aujourd'hui vers une réforme en profondeur de la DGI qui va permettre de mettre plus d'éclaircies dans l'équité fiscale à l'avenir. Oui, effectivement. Ça peut aller vite. Alors, ça va aller vite. Déjà, je vous l'annonce, je suis pas devin, mais en même temps, aujourd'hui, on sait déjà dès 2016, les entreprises qui font plus de 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires, télédéclarent déjà leur IS. À partir de 2017, ce sont les entreprises de plus de 3 millions de dirhams. Donc, logiquement, il y aura un personnel du fisc supplémentaire qui sera libéré de cette tâche. Et donc, le fisc va pouvoir concrètement aller de plus en plus sur le formel. Exactement, déjà de contrôler de plus en plus d'entreprises. Donc ces chiffres de contrôle, 4000, vont à mon avis continuer à s'accroître et si effectivement les entreprises ne sont pas claires par rapport à leurs déclarations, les redressements risquent d'être salés. D'autant plus que je cite le chiffre de 95%, quand il y a un contrôle fiscal, 95% des fois, ça aboutit sur un redressement. La traque, donc, on le voit clairement, s'accélère et s'intensifie grâce aux outils, notamment technologiques, au niveau de la DGI pour le secteur formel. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était en fait le fisc va pouvoir davantage se concentrer, en tout cas au niveau des moyens humains, à l'avenir sur le secteur de l'informel. Oui, aussi, bien sûr. Puisqu'il y a une libération des effectifs avec ces outils technologiques qui arrivent dans la DGI, on peut s'attendre à ce que peut-être ces effectifs soient redéployés sur des missions qui peuvent être de terrain, justement, à la chasse à l'informel ? Je pense, oui, tout à fait. Je pense que ça doit être un des objectifs de la DGI. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est très bien de déployer des ressources humaines sur le terrain pour aller traquer ces sociétés informelles. Mais de l'autre côté, le politique nous dit aussi, ne tapons pas trop fort sur ces entreprises. Donc après, il va falloir trouver un juste équilibre. Donc une intégration progressive des entreprises. Oui. La loi de finances 2016 introduit des modifications au régime des sanctions qui tient compte des degrés de gravité des infractions commises. Oui. Concrètement, qu'est-ce qu'elle dit et est-ce que ça va dans le bon sens justement ? Ça va dans le sens de cette modernisation de la DGI qui devient de plus en plus efficace ? Alors effectivement, cette loi de finances allège les sanctions pour les retards de déclaration. Alors c'est une bonne chose parce que d'un côté la DGI fait preuve de tolérance, c'est-à-dire que quand il y a il y a un problème d'interprétation d'une loi fiscale, le fisc peut se ranger du côté du contribuable. Et donc être moins dur avec l'entreprise. Donc à mon avis, c'est une très bonne chose aussi d'alléger les sanctions des entreprises. Ouais, au niveau de la progressivité de l'IS, les télédéclarations des impôts, ça vous nous en avez parlé, ça commence donc à se mettre en place. On peut dire concrètement que peut-être d'ici 2020, les entreprises bénéficieront vraiment d'une éclaircie au niveau des télédéclarations et de la progressivité de l'IS. Je n'arrive pas à articuler moi aussi. Écoutez, d'ici 2020, très certainement que la totalité des entreprises vont télédéclarer leurs revenus en ligne. Donc ça, ce sera une très bonne chose. Ensuite, concernant la progressivité de l'IS, alors ça, c'est une demande qui est récurrente de la CGEM. Donc là, on a changé simplement les taux, on a rajouté des taux intermédiaires récemment. La progressivité, c'est autre chose. Donc c'est une demande qui est encore en cours. Ouais. C'est une demande qui va être relancée très certainement cette année par la CGEM pour la prochaine loi de finances. Et on espère que ce sera appliqué le plus rapidement possible.
Amine Diori, responsable PME chez Inforisque. On parle beaucoup des contrôles ponctuels également qui sont privilégiés aujourd'hui par la DGI, par la Direction Générale des Impôts. Est-ce qu'elle peut changer de méthodologie par rapport à ça? Est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer une DGI de plus en plus qui se présente de manière non ponctuelle au niveau des entreprises? Je veux dire pas planifiée, pas ponctuelle, excusez-moi, je retire le mot, mais en tout cas des rendez-vous surprises de plus en plus fréquents, ça peut être le cas à la DGI? Alors, plus que des rendez-vous surprises, des cas peuvent être réglés à distance. C'est-à-dire que la DGI va repérer des petits problèmes de déclaration, va alerter l'entreprise en lui disant qu'elle peut rectifier sa déclaration. Voilà, ce sera quelque chose ça nécessitera pas, le déplacement d'une personne. Et donc, c'est tout bénéfice pour l'entreprise et pour le fisc. Code d'accélérateur donc qui se met en place. On peut s'attendre à une DGI plus performante avec des recettes qui peuvent aller jusqu'à combien en 2020? Si on devait faire un pronostic, si vraiment la machine est en route, que le moteur démarre concrètement sur la voie de la modernisation, qu'on met le paquet sur l'informel, ça peut aller vite, ça peut grimper vite? Ça peut grimper vite. Alors le dernier chiffre en termes de déclaration d'IS, alors c'était 42 milliards de dirhams. Maintenant, avec les recettes supplémentaires engendrées, donc ça représente 6 milliards supplémentaires, je pense qu'on peut atteindre les 50 milliards de dirhams de recettes d'IS dès cette année, je pense. Dès cette année. Donc on pourra aller au-delà en 2020, bien au-delà en 2020. En tout cas, je pense, oui, effectivement. Le but est d'inclure de plus en plus d'entreprises enfin de les inciter à payer davantage l'IS. Aujourd'hui, je rappelle quand même qu'il y a 70% d'entreprises qui ne payent pas d'impôts. Je rappelle aussi qu'au niveau des salariés, 80% des salariés payent l'IR. À peine 31% payent l'IS. Donc il y a quand même une forte inégalité. Bien sûr. L'objectif est de réduire cet écart. 70% des entreprises qui ne payent pas les impôts, si ça va vite au niveau de la DGI, on peut s'attendre à une réduction plus ou moins importante dans les 4 prochaines années d'ici 2020. On peut s'attendre à 50%. Alors oui, après c'est cet pas objectif simplement... de 50% peut être tenu, vous pensez peut-être dans 4 ans, ou ça demandera un peu plus de temps? Alors, je pense pas que ce soit simplement une question de répression. Effectivement, la répression va aider à réduire ce pourcentage, mais après c'est une question aussi de culture, culture d'entreprise. Quand le chef d'entreprise a pour habitude de mettre ses charges, de monter ses charges au même niveau que son résultat, voire supérieur à son résultat pour déclarer un résultat fiscal négatif, bon bah voilà, on gonfle des chiffres pour ne pas payer d'impôts. Après, je pense que c'est aussi une question de culture d'entreprise. Il faut communiquer avec les chefs d'entreprise, leur expliquer que c'est aussi pour la collectivité qu'on paye l'IS. C'est pas simplement une question personnelle. C'est pas moi qui paye l'impôt. Pourquoi moi et pourquoi pas les autres? C'est je paye pour que les routes soient meilleures, pour que les écoles soient meilleures. Je paye pour la collectivité. Le moteur de la DGI qui se met en route, et on le voit concrètement, le fisc qui va doubler donc ses missions de contrôle et ses recettes en 2016. Merci beaucoup, Amine Diori. Merci à toi, Landry. À très bientôt, responsable PME chez Inforisque. Dans quelques instants, votre émission citoyenne Les Experts Atlantiques. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. On parlera bien évidemment du référendum, sur le Brexit, bien évidemment, qui se tient demain. Jawad Kadodi, le président de l'IMRI, sera notre invité. Vous restez avec nous dans un instant. Le point sur l'information en langue arabe avec Mourad Baba. Excellente matinée sur Atlantique Radio.